Sandrine Schwartz, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, chercheuse enseignante à l'Institut universitaire Elie Wiesel, et vous avez écrit la première biographie d'Eliane Amado Lévy-Valency. Le titre du livre, c'est Eliane Amado Lévy-Valency, itinéraire, et vous contribuez ainsi à faire connaître une personne, une intellectuelle juive, qui malheureusement a été occultée quelque part dans notre histoire. Alors ma première question sera de vous demander en quelques mots de nous retracer la vie de cette femme. La vie d'Eliane Amado Lévy-Valency se déroule comme un roman. Elle est l'héritière, du côté de sa mère, de la célèbre maison des Alatini, première fortune de Thessalonique, Salonique, en Grèce, dans l'Empire ottoman, et troisième fortune de Grèce. Son arrière-grand-oncle est le célèbre Moïse Alatini, qui a contribué à introduire la banque moderne dans l'Empire ottoman, et il a marqué la communauté juive locale par l'introduction notamment des écoles de l'Alliance. Alors ça, c'est du côté de sa mère, l'aristocratie juive de Salonique, dont une partie s'était implantée à Marseille, où Eliane Amado Lévy-Valency est née, et du côté de son père, eh bien, ce sont des notables d'Algérie. Alors, on pense souvent que les Lévy-Valency sont originaires de Tunisie. Eh bien non, originaires de Livourne, ils se sont installés à Alger, puis à Constantine. Le grand-père d'Eliane Amado était aussi une notabilité locale. Il a eu dans sa famille des personnalités qui étaient présidents du consistoire, et puis aussi des nantis dans les minoteries, le commerce de farine et le commerce de la soie. Le père d'Eliane naît à Marseille, et puis deux figures se rencontrent. Sophia Edma, héritière des Alatini, Félix, héritier des Lévy-Valency, et s'unissent à Marseille. Et le mariage est un tel événement que même la vedette, le journal local, eh bien, relate cet événement. Il est célébré dans plusieurs hauts lieux, et toutes les notabilités de Marseille se sont réunies. Alors, les Alatini et Lévy-Valency s'unissent. Un premier fils né, Alfred, qui malheureusement décédera l'année de sa bar mitzvah. Puis, 9 ans après, eh bien, Eliane Amado Lévy-Valency, qui naît le 11 mai 1919 à Marseille. Donc, en fait, vous dites dans votre titre qu'elle a eu une enfance heureuse, mais ensuite des blessures. Vous avez parlé de la mort de son jeune frère, mais surtout, je crois qu'il faut rappeler la Shoah et la déportation de sa mère à Auschwitz. Alors, il y a beaucoup de disparitions autour d'elle. Déjà, donc, son frère, et son enfance répond à tous les codes de l'aristocratie. Donc, elle ne va pas à l'école, et comme justement son frère est décédé avant elle, eh bien, sa famille la surprotège. Et elle passe son temps libre, justement, dans la correspondance. Et c'est grâce à cette correspondance que j'ai pu avoir certains éléments sur cette enfance. Donc, la disparition de son frère, la disparition de sa mère pendant la Shoah, et puis des ruptures. C'est-à-dire que tout l'a destinée à épouser un cousin pour préserver l'héritage familial, et elle fait quelque chose qui n'avait jamais été fait chez les Lévy-Valency et chez les Alatini, c'est d'étudier. Et Eliane décide de passer son baccalauréat et de commencer des études de philosophie dans la prestigieuse Sorbonne. Donc vous vous rappelez c'était une femme surdiplômée en fait, hein. Elle est devenue philosophe, psychanalyste, enfin c'est impressionnant. Elle est surdiplômée, elle est agrégée de philosophie, sortie majeure de sa promotion. Elle a 3 doctorats, un doctorat ès-lettres, un doctorat de psychanalyse et un doctorat de philosophie, de métaphysique. Et les lois de Vichy l'empêchent en fait de terminer l'agrégation de philosophie, c'est ça? Alors, je raconte le périple de la Shoah, c'est quelque chose aussi d'incroyable, c'est qu'elle est obligée évidemment, empêchée d'étudier dans la prestigieuse Sorbonne, donc elle cherche une autre université où pouvoir continuer les études, et elle se rend à Toulouse où son professeur Jean Val lui conseille d'aller, puisque Vladimir Jankélévitch est professeur. Elle étudie quelque temps, et elle est une seconde fois obligée ou empêchée d'étudier pour 2 raisons. 2 raisons qu'on oublie. La première, parce qu'elle est juive. Et la deuxième raison qu'on oublie, la seconde raison, c'est qu'elle est femme. Et que passer l'agrégation veut dire travailler. Et que les lois de Vichy cantonnaient les femmes au foyer. Et elle met entre parenthèses cette carrière qu'elle reprendra dans les années d'après-guerre, retrouvant ses professeurs comme Jean Val, Vladimir Jankélévitch ou Maurice Pradine. Alors la Shoah, vous m'en avez parlé aussi. Alors ça sera vraiment sa meurtrissure, la plaie de sa vie. Et sa mère, Edma Sophia Alatini,
épouse Lévy-Valency, reste dans le château de Sélonie que la famille avait acheté en 1927 et pensant être protégé, donc il reste dans cette banlieue de Aix-en-Provence, ami du maire d'Aix qui était pétainiste à l'époque. Et malheureusement, une bande de voyous à la solde de la Gestapo qui en voulait plus à l'argent de la famille qu'à la judéité des Lévy-Valency à Latigny, eh bien, arrête Edma en avril 1944. En l'espace d'un mois, elle est déportée par le convoi 74 vers Auschwitz. Et cette blessure la hantera tellement, même jusque dans la mort, puisque au cimetière de Givat Shaoul, où elle repose, sur la tombe, à Jérusalem, sur la tombe d'Eliane, il y a inscrit en hébreu qu'elle est la fille de sa mère de la maison à Latigny, morte à Auschwitz. Alors, puisque vous parlez de la Shoah, elle va jouer un très grand rôle après la guerre, où la priorité, c'est de reconstruire le judaïsme français, avec l'école juive de Paris, un sujet que vous connaissez bien. J'aimerais que vous nous parliez d'abord de l'école juive de Paris et ensuite de sa contribution au colloque des intellectuels juifs de langue française. Alors, le colloque des intellectuels juifs de langue française avec l'école d'Orsay est un des deux éléments qui constituent l'école de pensée juive de Paris. Au lendemain de la guerre, des intellectuels parmi les plus renommés, Emmanuel Levinas, André Némer, Vladimir Jankélévitch, Léon Ashkenazi d'Imanitou. Que des hommes. Que des hommes. Alors, Eliane a été justement la seule figure féminine de cette expérience, ont tenté de réfléchir à la question de savoir qu'est-ce qu'être juif après la Shoah. La Shoah qui a représenté en philosophie un échec de la modernité et une tentative de détruire pas seulement des individus juifs, mais aussi une culture, nécessité aux juifs qui pensaient de se repositionner et de réinscrire le judaïsme dans le grand débat des cultures. Il y avait aussi cette nécessité de démontrer que le judaïsme n'était pas mort et que parmi ces philosophes, ces penseurs, ces écrivains, ces artistes, pour qui le judaïsme pouvait n'être qu'une survivance d'un folklore, d'un passé révolu, eh bien redeviennent la source de leur conscience et remettent au goût du jour cette conscience juive. L'autre et dernier élément pour la survivance ou la naissance de cette école de pensée juive, c'est qu'une grande partie des cadres de la communauté avait été exterminée. Il fallait renouveler une génération, la génération des maîtres, des penseurs, des présidents d'institutions et d'associations. Donc pour toutes ces raisons, l'école de pensée juive de Paris naît avec une idée assez simple de réactualiser les sources de la tradition juive. C'est de se dire que l'on peut aborder n'importe quelle question que l'on peut se poser dans la modernité sans aucun tabou à partir des sources de la tradition juive, quel que soit son degré de pratique. Voilà. Et d'ailleurs, vous dites beaucoup dans votre livre que Eliane souhaitait que la civilisation occidentale ait conscience de tout ce patrimoine du judaïsme oublié, malheureusement. Alors, oublié, occulté, plutôt. Voilà, c'est un des thèmes de prédilection d'Eliane Amado, qui était philosophe. Alors, après-guerre, elle reprend ses études de philosophie. Elle est à peine trentenaire, qu'elle est déjà professeure assistante, et elle enseigne déjà la philosophie et la psychanalyse, puisqu'elle s'initie aussi à la psychanalyse, et qu'elle renouvelle la psychanalyse par l'apport de sa pensée. Et puis, elle joue un rôle important dans cette école de pensée juive de Paris, en étant présente dès le premier colloque des intellectuels juifs qui a lieu le 24 mai 1957. Alors c'est une sorte de Shabbat plein qui a réussi. Et finalement, la hauteur de vue des discussions est telle qu'ils décident de se réunir, de créer un comité préparatoire et puis d'instituer ce colloque qui deviendra un rendez-vous remarqué. Les 10 premières années sont vraiment quelque chose de fondamental dans l'histoire de la pensée. Et puis jusqu'à la disparition d'Emmanuel Levinas, le rendez-vous important où la pensée juive se fait et se défait en regard de leurs amis non juifs. Vous citez Levinas et j'ai une question à vous poser, et vous la posez dans votre livre. Comment est-ce qu'on explique cette occultation de cette figure féminine majeure, finalement? Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'hommes, mais quand vous parlez avec n'importe qui, André Néer, on connaît, Levinas, Léon Ashkenazi... Sans doute, vous parlez d'occultation et je n'ai pas répondu à votre question. Quand vous me parliez justement de la source juive dans les valeurs de l'Occident, dont elle parle souvent, Eliane Amado considère que la pensée juive a été scotomisée, c'est-à-dire qu'elle refait l'histoire de la philosophie, elle s'aperçoit que le refoulé, le manquant, la lettre manquante, eh bien c'est la pensée juive. Pour elle, le judaïsme n'est pas un élément en plus. Pour elle, eh bien, la civilisation occidentale repose sur 3 présupposés. Jérusalem, les sources de la tradition juive, Athènes, la philosophie, et Rome, la chrétienté. Et elle explique que la pensée juive a été scotomisée dans l'œuvre de nombreux philosophes et à elle de redonner cette importance, ces lettres de noblesse. Et c'est ce qu'elle fait dans sa thèse de doctorat à la Sorbonne, qui renouvelle complètement le genre, les niveaux de lettres, et qui sera sa marque de fabrique. Alors qu'est-ce qu'on lui a reproché ? Vous donnez un très bon exemple d'ailleurs de cette scotomisation. C'est le « tu aimeras ton prochain comme toi-même » qu'on attribue toujours à Jésus.
Alors que c'est dans le Lévitique. C'est un bon exemple, je Et trouve. alors, elle explique que c'est le Lévitique. Alors, pour donner un exemple, qu'est-ce que ça... Donc, le livre de Lévitique, c'est le 3e livre du Pentateuque, Vaïkra en hébreu, et c'est dans ce livre qu'on trouve ce commandement. Donc, Jésus n'a fait que citer cette phrase alors qu'on l'attribue en fait à Jésus. C'est un bon exemple. Alors pour redonner un autre exemple, et alors qui est concret, qu'est-ce que ça veut dire en fait remettre le goût de la tradition juive ou remettre les textes de la tradition juive dans la pensée universelle? C'est de mettre sur le même pied d'égalité Bereshit, c'est d'actualité, ou le discours de la méthode, de parler autant de Bergson, puisque c'était un de ses philosophes préférés, ou de Maïmonide et Rachi. Donc en fait, elle assumait ça. Vous dites dans le livre que contrairement à d'autres grandes femmes philosophes, comme Hannah Arendt, Simone Weil, la philosophe, etc., qui n'assumaient pas quelque part leur judéité, elle l'assume totalement. Alors, elle est souvent comparée à Simone Weil avec un W qu'elle côtoie à la Sorbonne et qu'elle croise. Et d'ailleurs, elle l'a décrit. Elle explique qu'autant Eliane est juive et féminine, autant Simone Weil cache sa judéité, la renie même, et se grime en homme avec des gros gaudios, une espèce de veste improbable et un béret sur la tête. Emmanuel Levinas, quand on lui demandait qu'est-ce que c'est qu'être philosophe, c'est connaître la tradition philosophique. Et Eliane la connaissait par cœur sur le bout des doigts, et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que l'université Bar-Ilan à Ramat Gan, à côté de Tel Aviv, lui a demandé de devenir directrice de département. Oui, c'est-à-dire qu'après la guerre des 6 jours, en 68, comme André Neher d'ailleurs, elle décide de faire ce qu'on appelle son alia, c'est-à-dire de partir s'installer en Israël. Et là-bas, elle a un poste à Bar-Ilan. Directrice de département. Elle est la première femme nommée directrice de département. Et là, elle fait, comme elle a toujours fait dans sa carrière, elle crée une révolution en faisant quelque chose qui n'avait jamais été fait non plus en Israël. C'est en faisant une fusion entre pensée juive et philosophie dans le département où elle professe. Alors si on devait conclure sur l'héritage d'Eliane Amad-Olivier-Valency, voilà, finalement, quel est le legs qu'elle nous laisse? Il est fondamental, même si on n'en a pas forcément conscience. Dans cette mouvance de l'école de pensée juive de Paris, elle est la première à introduire à l'université française, le recours aux sources de la tradition juive. Donc c'est quelque chose de très important. Et puis aussi de décloisonner. C'est que réfléchir, on peut le faire dans une pensée pluridisciplinaire en faisant recours à différentes thématiques. Elle a eu un disciple d'ailleurs qui s'est inscrit dans cette voie, c'était le regretté Raphaël Drahi. Et exactement. C'est il est l'un de ses disciples, mais sans doute le plus proche, puisque lui aussi s'inscrivait dans cette pensée pluridisciplinaire. Et c'est sans doute le legs le plus important d'Eliane Amado qui a marqué de son empreinte tous les domaines dans lesquels elle s'est appliquée. Alors si on devait conclure par une phrase que j'ai retenue dans votre livre, que j'ai beaucoup aimée, vous dites en fait qu'elle a été philosophe, que finalement philosopher c'est connaître, s'intéresser au savoir, que psychanalyste c'est se connaître, et puis qu'intellectuelle juive, le judaïsme nous permet de devenir meilleur. Quelque part, je crois que ça résume très bien la vie qui a été la sienne, quête de connaissance, quête de connaissance de soi-même, et puis tout ce que le judaïsme peut apporter au monde, un peu à l'image de cette émission, où on essaie justement de montrer ce que le judaïsme peut apporter, pas seulement aux juifs évidemment, mais au monde. Ou choisir la vie, comme elle le disait, qui était un passage biblique qu'elle préférait, et dépasser le mal qui est à l'origine de toutes les traditions et aller vers une quête du bien. Sandrine Schwartz, merci beaucoup pour toutes ces lumières et pour ce magnifique livre qui rend hommage à une femme malheureusement trop méconnue. Je vous souhaite à vous toutes et vous tous un très bon dimanche et une bonne semaine.